Ernest Labrousse. La conjoncture économique et sociale en France à la veille de la Révolution de 1789. Par sa personnalité, le prestige de ses travaux scientifiques, son talent pédagogique et sa conviction contagieuse d'orateur, Ernest Labrousse exerce pendant près de 30 ans, au milieu du siècle, un véritable magistère sur l'historiographie économique de langue française. Titulaire de la chaire d'histoire économique à la Sorbonne, il dirige les travaux de toute une génération de jeunes historiens. Venu de l'économie politique à l'histoire, et à la politique active, où il investira toujours la même passion au service du socialisme de Jaurès et de Blum, il prend, au début des années 30, sous l'influence de François Simian, le grand virage de l'histoire des prix. En 1933, il publie l'esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle. Le cas retenu est, à plus d'un titre, exemplaire. Une période relativement courte, 1726-1789, soit moins d'un siècle, de parfaite stabilité monétaire, séquence essentielle d'un mouvement séculaire de hausse entre 1734 et 1817. Une documentation d'une exceptionnelle qualité, les mercuriales, relevé des prix sur le marché effectué par les autorités, utilisés directement ou, mieux encore, à travers les états de subdélégation régulièrement transmis à partir de 1755 au Bureau des subsistances du contrôle général. Cette information statistique de l'administration d'Ancien Régime, critiquée par de multiples tests de concordance, permet de mettre en cause la totalité d'un espace national, de dégager les divers types de fluctuations économiques, mouvements de longue durée, cycliques, saisonniers, par le jeu de moyens appropriés, de confronter l'évolution des prix des principaux produits de l'agriculture et de l'industrie entre eux, et avec celle des revenus de la terre, rente foncière et féodale, profit d'exploitation du fermier, et du salaire. Mais cette histoire des prix est inséparable de l'histoire sociale, car leur mouvement en ciseaux révèle les tensions et les contradictions essentielles de l'économie ancienne, dominées par le problème des subsistances. Les reports de la consommation populaire vers les nourritures les plus pauvres, de la viande et du froment vers le seigle et l'orge, d'où l'amplitude inversement proportionnelle à leur qualité des fluctuations saisonnières et cycliques des denrées alimentaires. Le retard pris, dans la longue durée, par les produits industriels et les salaires sur les produits alimentaires. La contrariété cyclique entre le prix des céréales et l'activité industrielle, donc le volume de l'emploi. Le prix du pain est la boussole des fabriques. Les contrariétés cycliques et séculaires entre divers types de revenus fonciers, rentiers et exploitants, vendeurs et acheteurs. D'entrée de jeu, le chiffre est mis au service d'une histoire des hommes, classée par grandes catégories sociales. 11 ans plus tard, en 1944, son ouvrage « La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution » précise et développe cette quadruple leçon de repérage des séries chiffrées du XVIIIe siècle, de traitement statistique, de théorie des faits économiques d'Ancien Régime et d'une histoire sociale qui va de l'analyse des structures socio-économiques à l'explication de l'événement. Les prix, et d'abord ceux du grain, donnent toujours le ton. Non que tout se passe à la halle, que seul compte la courbe du seigle, mais tout dérive de la courbe. Tout car le mouvement économique n'a pas que des conséquences économiques. Il est lié à toutes les autres activités humaines et, dans une certaine mesure, il les commande. Encore affinées, les méthodes n'ont pas changé. Repérer les sources sérielles chiffrées,
fruit de l'immense travail de statistique administrative animé au XVIIIe siècle par le contrôle général, multiplier les tests de corrélation positive et négative, élaborer les séries nationales. Mais sur une période, il est vrai plus courte, les 2 décennies qui précèdent et préparent la Révolution, et surtout l'intercycle 1778-1791 qui contredit le trend général du siècle, l'ambition s'est élargie. La mise en cause, à côté des prix, de toutes les séries disponibles, récoltes, production des manufactures, échanges intérieurs et commerce extérieur, mouvement de la population, doit permettre pour la première fois une pesée globale de la conjoncture. Sans doute, le programme amputé du second volume annoncé reste-t-il inachevé. Mais le premier livre contient à la fois un grand texte de méthode, devenu classique, l'introduction générale, une description exhaustive des sources et une illustration des moyens et des objectifs d'une histoire des fluctuations économiques, enfin, l'analyse exemplaire d'un grand revenu populaire, le revenu viticole. La sensibilité de l'offre et de la demande aux variations marginales devient le ressort dramatique d'une histoire économique et sociale des masses rurales et urbaines. La récolte négociable varie plus que la récolte brute, le prix du seigle plus que celui du blé, les profits plus que les prix et les prix plus que la récolte. À la baisse, le profit populaire est plus touché que la rente, les revenus du vendeur sans stock plus que ceux du vendeur avec stock. Ces régularités, ces répétitions, ces concomitances dans la variation sont l'objectif essentiel d'une histoire qui doit dépasser le singulier pour dégager des relations stables, mais non immuables pour autant. Des lois et non une loi, car elles ne valent que pour une certaine durée. Le meilleur exemple en reste, aujourd'hui encore, le modèle de la crise d'Ancien Régime, né d'un effondrement cyclique de la récolte, identifiable dans toutes les économies anciennes dominées par l'agriculture, que Labrousse oppose à celui de la crise industrielle, provoquée par la surproduction et l'engorgement des marchés qui devient, à partir de 1850, le type dominant. Les économies ont les crises de leur structure. Structure, conjoncture. Ernest Labrousse est alors le premier historien à employer tour à tour ces 2 mots, mais sans les associer ni les opposer. Permanence de longue durée, les structures restent à l'arrière-plan d'une histoire dominée et fascinée par la conjoncture. Selon le mot de Fernand Braudel, ce voyageur partout identique à lui-même, qui court le monde, impose les mêmes contraintes, quel que soit le pays où il débarque, le régime politique ou l'ordre social qu'il a investi. La conjoncture qui anime d'un même mouvement l'ensemble des économies occidentales et même, diront bientôt ses disciples, l'économie monde, constitue pour Ernest Labrousse le champ privilégié d'une histoire à laquelle l'analyse des fluctuations économiques a donné la maîtrise du temps. Dans le climat de l'immédiate après-guerre, son ouvrage sur la crise assure l'hégémonie durable d'une histoire économique dominée par l'histoire des prix. Ces méthodes statistiques servent d'exemple aussi bien pour les enquêtes sur la démographie, le commerce local et international, ou la production agricole et industrielle, que pour les recherches plus récentes sur les phénomènes socioculturels comme les attitudes devant la mort ou l'alphabétisation. Alors que les premières s'emploient à retrouver des fluctuations de rythme identiques ou voisines, les secondes apparaissent plus attentives à des mutations ou à des croissances de très longue durée. Mais toutes doivent à Ernest Labrousse cette passion de la série chiffrée, de l'histoire nombrée, ce besoin impénitent de quantification qui ont marqué si profondément les historiens et plus particulièrement les historiens français.
J'en arrive maintenant à la lecture du texte d'Ernest Labrousse lui-même après cette courte présentation. Texte de Labrousse, donc, je le répète, consacré à la conjoncture économique et sociale en France à la veille de la Révolution de 1789. À mes yeux, il s'agit d'un texte très pédagogique. Il s'agit d'une synthèse vraiment remarquable qui date de 1967, qui a été publiée dans le volume numéro 5 consacré au XVIIIe siècle, l'époque des Lumières, édité dans l'Histoire générale des civilisations, publié sous la direction de Maurice Crouzet, donc aux presses universitaires de France. On remarquera que Labrousse est très marqué par l'analyse marxiste de l'histoire. C'est dans la ville du XVIIIe siècle, encore si mal connue, que la Révolution s'élabore. C'est par la ville qu'elle s'accomplit. La ville, site social aux structures multiples, qui peut naître ou mourir de tant d'événements. Mais à des degrés divers, et quelle que soit son origine, site bourgeois, centre d'affaires, vivant, au moins en partie, de la vie économique, montant ou languissant avec elle, centre d'influence, manufacturière, boutiquière, artisane, de la classe des entrepreneurs, sur les classes ou groupes sociaux voisins et notamment sur un prolétariat qui vit au contact du maître. Ville, bourg, bourgeoisie, histoire explicatrice et dominatrice, alors peut-être plus que jamais. 1. Les villes. La montée bourgeoise a repris depuis 2 générations. La vieille élite du tiers-état croît en richesse, en nombre, en force. Une grâce économique protège ses entreprises. Entre le second et le dernier quart du siècle, la valeur de la production industrielle a plus que doublé. Celle du commerce intérieur et extérieur peut être triplée. Le commerce colonial presque quintuplé. Pas de dévaluation qui force les apparences. Le chiffre d'affaires grossit sainement, sans édème inflationniste. La stabilisation de 1726 a clos la carrière aventureuse de la livre, qui gardera sensiblement son poids de fin jusqu'au franc Poincaré, et sa valeur de change jusqu'en 1914, réserve faite de l'énorme et rapide épisode des assignats. Malgré la constance de l'unité monétaire, la croissance du profit s'est accélérée. Bourgeois de toute taille ont fait fortune mieux et plus vite. Non que la race ait changé. Laborieuse, économe, prudente, aux solides vertus domestiques, la bourgeoisie du XVIIIe siècle reste celle du vieux temps. Sans doute même, dans ses variétés supérieures, est-elle en recul pour la prudence et les mœurs. Mais ces affaires ont prospéré sous une double influence. Si l'inflation vulgaire n'a pas gonflé prix papier et profit papier, l'inflation d'hommes et l'inflation des métaux précieux ont gonflé toutes deux prix or et profit or. La subite multiplication de l'homme, apparue au cours du deuxième quart du siècle, a augmenté de 30 à 40% la population du royaume. Rien ne contraste davantage avec la démocratie stationnaire de Louis XIV que la démographie révolutionnaire des 2 règnes qui suivent. Non que la natalité se soit accrue, mais la mortalité a reculé, et notamment la mortalité des classes populaires lors de ces crises que nous disons périodiques. Plus de crises du type famine sociale d'ailleurs bien plus complexe qu'il ne semble, accompagnée d'écroulements démographiques, il faut parfois une demi-génération pour réparer. À la crise mortelle a succédé la crise vénielle, la crise qui fait grâce de la vie, mais diffère les problèmes en accumulant la population.
Cette surcharge d'hommes, née de la révolution de la mortalité sociale, va faire pression sur les prix agricoles dans un pays qui n'a guère à espérer de défrichement rentable et où la technique des transports limite à des quantités infimes l'importation des subsistances. Entre l'inélasticité déjà ancienne des superficies en culture et l'élasticité subite de la population, une contradiction malthusienne apparaît qui enseignera Malthus. Il faut notamment, par la mise en valeur des terres plus difficiles à travailler, produire davantage et à coût croissant. Ainsi se trouve entraîné dans une hausse générale, depuis le début du deuxième tiers du siècle, les prix de tous les grands produits qui dominent le marché d'alors, essentiellement agricoles, articles alimentaires et matières premières. Et, d'autre part, ce surcroît de population profite beaucoup moins aux campagnes qu'aux villes. Sans doute, la nation demeure rurale dans sa masse, mais les villes grandissent plus que proportionnellement. Les villes engagées dans l'économie d'échange, et voilà le coup de fouet donné au commerce. Les villes qui doivent loger et vêtir, tout autrement qu'à la campagne, la foule de ces nouveaux arrivants. Et voilà stimuler les deux grandes industries d'alors, le bâtiment et le textile. L'accroissement de la population et sa répartition nouvelle font ainsi monter les prix et élargissent les débouchés. Après l'inflation d'hommes, l'inflation d'or, entendons de métaux précieux, qui cumule ses effets avec ceux de la première dans des proportions d'ailleurs incertaines. Le XVIIIe siècle produit à lui seul autant d'or et d'argent qu'on en a extrait jusque-là depuis la découverte de l'Amérique. Alors, comme au XVIe siècle, comme à divers temps du XIXe, un progrès accéléré de la somme des moyens de paiement, dont les métaux précieux monnayés constituent l'essentiel, précède certaines accélérations durables du progrès des prix. Ainsi monte et s'étale, sur un débouché toujours plus vaste, le flux des prix or. Autrement dit, sous la double action de la hausse des prix unitaires et de l'accroissement des quantités vendues, le chiffre d'affaires de la masse des entrepreneurs bourgeois se développe aux proportions dont on a déjà donné la perspective. Et plus encore, le profit, car alors, comme aujourd'hui, beaucoup d'éléments du prix de revient, notamment taux de l'intérêt et salaire, montent moins vite que le prix. Ainsi grandit en richesse la bourgeoisie active, dans ses multiples catégories. De la haute bourgeoisie de finance, de négoce et d'industrie, à la moyenne ou à la petite bourgeoisie du commerce de détail et au groupe frontière de l'artisanat indépendant. Malgré les corporations, qu'on est loin d'ailleurs de trouver partout, boutiques et entreprises de toute taille se multiplient dans la ville grandissante. Mais surtout le bâtiment et tous les métiers qu'il fait vivre apparaissent comme les principaux bénéficiaires du renouveau urbain. La bourgeoisie, aux aspects multiples, ne gagne pas seulement en richesse, mais en nombre, et aussi en culture, en qualité. Cette poussée de richesse accélère sa transformation. Parmi les consommations de luxe, celles des articles intellectuels, luxe rentable par excellence, la tente de plus en plus. L'étroit public d'autrefois, la ville du XVIIe siècle, prend des proportions nationales. Les rejetons de cette classe pullulante, dans ces catégories supérieures et moyennes, vont au collège avec ou sans latin. Espèce qui se vulgarise et se polit chaque jour, le bourgeois est devenu un débouché intellectuel, un client pour auteur, un grand client dont s'imposent d'emblée les préférences tacites, car le même siècle a façonné auteur et lecteur. En rupture avec l'enseignement de l'Église orienté vers la vie éternelle, il croit au bonheur proche, matériel, bourgeois. Les problèmes que se posent ces écrivains, ces pamphlétaires, ces libellistes, sont, au fond, les problèmes de puissance de la classe montante.
Problème politique, c'est-à-dire redistribution du pouvoir, qui ne peut se faire qu'au bénéfice, au moins partiel, de la bourgeoisie. Le souverain, dans la langue du temps, ne signifie plus seulement le roi ou le prince, mais le corps politique. Problème économique, c'est-à-dire libération d'économie, dont la bourgeoisie sera la grande bénéficiaire. Libération recommandée bien avant le XVIIIe siècle. Sans doute, mais avec infiniment moins de force et d'audience. La nouveauté, c'est que toute une école soutient désormais la thèse avec cohérence. C'est que le large et puissant courant physiocratique imprègne, sous une forme plus ou moins amendée, la France et le continent. L'évolution des idées politiques de l'école est caractéristique. Peu à peu, le libéralisme progresse aux dépens de l'orientation despotique du début. Certains peuvent sans doute attaquer l'individualisme économique au nom de la justice, mais non pas au nom de l'efficacité. La richesse publique n'est-elle pas en plein progrès depuis une cinquantaine d'années? Par la grâce de la longue montée des prix or et de la garantie de profit qu'elle apporte. Vous n'y êtes pas. Par le mérite des gérants, bien entendu. Il n'y a qu'à laisser faire ce qui va tout seul. Ainsi pense le siècle. Comment la bourgeoisie n'aurait-elle pas bonne conscience? Comment, plus riche, plus nombreuse, plus instruite, rassemblée au contact dans les villes, n'aurait-elle pas, à un plus fort degré que jamais, en tant que classe et dans ses milieux les plus représentatifs, tout simplement une conscience qui continue de se fortifier dans la lutte. Sa vieille ennemie, la noblesse, fait toujours obstacle à son ascension sociale, obstacle déjà intolérable en soi, friction irritante de la vie quotidienne qui met la fameuse poche à fiel en travail. Mais voici que l'obstacle s'accroît. Depuis que le temps du grand roi a pris fin, rien ne contraste davantage avec la montée matérielle et spirituelle de la bourgeoisie que sa régression civile. Elle compte de plus en plus dans la vie, mais de moins en moins dans l'État. Qu'elle bénéficie encore de lettres d'anoblissement n'est pas le problème. Une question de proportion, de débouchés se pose. La haute administration lui est presque fermée, et aussi, à peu près, la haute magistrature. La noblesse de robe, qui peuple les parlements et les cours souveraines, recrute dans la caste et, au dehors, essentiellement dans d'autres catégories de noblesse. La robe moyenne elle-même tend à devenir héréditaire. Fermée le haut clergé. Dans l'armée, c'est pire. La réaction nobiliaire, simple état de fait ailleurs, dégénère ici en état de droit. Défense aux bourgeois, depuis 1781, de commencer comme officier. Il faut 4 quartiers de noblesse pour accéder au grade sans passer par le rang. Les armes savantes, au bon rester libres, voilà quand même la carrière militaire qui tente à se fermer aux jeunes, et tout cela, au temps même où gonfle l'offre bourgeoise, avec le volume de la classe. Est-ce donc finalement une consolation suffisante que de rester confiné dans la masse des moyens et petits emplois? Qu'il y ait d'illustres exceptions ne souligne que plus nettement la disqualification civile dont l'ensemble se sent victime. La disqualification s'étend aux terres, au patrimoine. Un droit différent, dont certaines dispositions s'aggravent, régit les biens nobles et les biens roturiers. N'importe qui, sans doute, peut acheter un fief, mais l'acquéreur roturier est alors frappé d'une taxe spéciale. Il payera, trop heureux de jouer au Seigneur. Rien de plus vrai. Les exemples abondent. Par rapport à l'ensemble de la classe, la propriété d'un bien noble reste cependant exceptionnelle, comme le montre le rendement dérisoire du franc-fief. Féodalité honorifique et vestiges, plus rémunérateurs, de féodalité politique, ajoutent encore à toutes ces discriminations.
Le bourgeois de 1788 est un refoulé social. Que s'ouvre le grand conflit avec la noblesse. On le verra vider son cœur, comme se creusait la touche, parfait député témoin du tiers, qui dénoncera bien avant le 14 juillet l'orgueil opiniâtre, les prétentions extravagantes odieuses, les excès les plus outrés de chicane, de bas outrage, la perfidie de l'ordre rival. Le roi apparaît d'ailleurs comme solidaire de sa noblesse. La réaction nobiliaire s'est faite avec son aveu. Mais la bourgeoisie a contre le gouvernement bien d'autres sujets de plainte. La situation financière ne lui en fournit que trop. Créancière du régime, porteuse de rentes et d'effets à court terme, elle est directement intéressée à la gestion des finances publiques. D'accord au reste sur ce sujet, avec la noblesse, elle désire les contrôler. Et contrôler de même la politique économique pour éviter des catastrophes comme ce traité franco-anglais de 1786, ce qui implique pour elle, pratiquement pour ses éléments supérieurs, l'accession au moins partielle à la souveraineté. L'esprit du siècle lui suggère bien davantage, et aussi l'exemple américain. Elle vise, au fond, plus ou moins consciemment, à l'avènement d'une société sans ordre qui n'apparaîtra pas moins subversive aux notables de l'Ancien Régime que la société sans classe aux notables de plus tard. Pour ces grandes transformations qui s'annoncent, elle peut cependant compter sur d'autres forces que les siennes. Son attraction de classe montante s'exerce sur d'autres milieux, sur d'autres groupes. Malgré d'évidentes oppositions d'intérêts, que des concordances effacent ou atténuent, le prolétariat appartient à sa clientèle idéologique. Des nobles libéraux aussi, et bon nombre de prêtres dans ce carrefour social qu'est le clergé. Le conflit de la bourgeoisie avec le prolétariat n'est ni moins ancien ni moins âpre qu'avec l'aristocratie. Par l'organisation du placement, l'interdit, la grève, les compagnonnages s'efforcent d'ajuster le salaire monétaire à la montée du coût de la vie et n'y parviennent d'ailleurs pas. Le pouvoir d'achat s'affaisse lourdement au cours du siècle. La contrariété est ainsi frappante entre la hausse du revenu bourgeois et la baisse du revenu ouvrier. L'antagonisme naturel des partenaires n'aurait dû que s'entendre davantage, et il semble bien qu'il en fût ainsi. Mais pas au point, cependant, de supplanter d'autres antagonismes, au moins aussi anciens et bien plus vivaces, celui de l'ouvrier, souvent paysan la veille, contre le personnage même de l'aristocrate, grand propriétaire foncier, maître direct ou indirect de la plus grande partie du stock négociable des céréales, bénéficiaire de taxes locales frappant directement ou indirectement les produits de première nécessité. Ce qui frappe dans l'économie d'alors, c'est la lourdeur, la passivité de la courbe du salaire comparée à celle du coût de la vie. Dans de très nombreuses professions, la grande industrie et notamment le groupe capital du textile sont à part, le taux du salaire garde, durant de longues années, le caractère d'un forfait, d'une constante. La variable, le facteur décisif, celui dont la hausse ou la baisse marque la compression ou l'aisance du budget, c'est la hausse ou la baisse du prix des principaux produits de consommation populaire et, avant tout, des grains. Du pain qui représente en moyenne, bon an mal an, la moitié des dépenses familiales du salarié. Le prolétariat d'alors apparaît extrêmement attentif à ses intérêts de consommateurs. On peut dériver sur l'aristocrate, sur l'accapareur, ses colères sociales. En fait, l'ordre est plus gravement troublé par les émeutes de subsistance qui coalisent tous les éléments populaires que par les grèves. Si l'on demande couramment la taxe des denrées, la revendication du salaire minimum, du tarif, reste exceptionnelle.
Ce n'est pas, d'ailleurs, le prolétariat proprement dit qui la présente, mais un artisanat dépendant dont on reparlera bientôt. Ajoutons que, naturellement, dans cette avance du prix du pain qui dépasse de si loin celle du prix du travail, les pouvoirs publics ne manquent pas d'être mis en cause. Officiers municipaux, subdélégués, intendants, ministres, on incrimine leur politique d'approvisionnement, leurs impôts, quand ce n'est pas leur complicité avec l'accapareur. Compagnons et patrons marchent d'accord dans cette bagarre. Quel écart, d'ailleurs, entre le prolétariat de fabrique et d'usine des temps contemporains et ce prolétariat urbain. On parlera plus loin de celui des campagnes, encore dispersé et domestiqué du XVIIIe siècle. Dispersé entre plus d'un demi-million d'ateliers ou de boutiques, souvent simple élément d'appoint dans l'entreprise familiale, travaillant auprès du patron ancien compagnon lui-même, vivant parfois sous son toit et mangeant à sa table. Comment ne subirait-il pas l'ascendant du maître? Élément subordonné, second, il appartient à la clientèle économique et idéologique de la bourgeoisie. Il ne peut encore faire que la révolution des autres. Son concours sera cependant capital. La manufacture de la grande ville, déjà concentrée et anonyme, où le salarié vit dans une certaine mesure une vie de groupe à la moderne, est sans doute plus propice à l'indépendance et au réflexe prolétarien. De même, l'artisanat urbain rémunéré à façon par le négociant capitaliste et dont le canut lyonnais est le type. L'artisan travaille chez lui hors de la surveillance du négociant. Il embauche même des compagnons et fait, à cet égard, juridiquement, figure de patron. Mais, relégué dans des tâches techniques, il dépend des commandes du négociant, maître des débouchés. Formellement, il est libre et chef d'entreprise. Économiquement, c'est un salarié, dont la grande revendication est ce tarif minimum évoqué plus haut. Un salarié qui donne du fil à retordre aux capitalistes. Mieux que le simple salarié, il peut discuter son contrat. Il a plus d'avance, plus de lumière. Il loge souvent dans des quartiers ou des faubourgs peuplés de ses camarades. Ainsi s'établit, à défaut du contact d'atelier, le contact résidentiel. Un autre moyen aide à l'action collective. La corporation, car ses artisans sont théoriquement patrons. La corporation, que la réalité sociale transforme ici, est un syndicat semi-ouvrier. Mais les canuts feront la guerre sur deux fronts et se jetteront à corps perdu dans la bataille contre les nobles. De même que les faubourgs artisans de toutes les villes. De même que les ouvriers de Réveillon. Les uns et les autres, quand ils ne sont pas directement influencés par le patron, demeurent au fond, sauf dans les régions où les luttes confessionnelles ont conservé leur acuité et dressé la foule catholique contre une bourgeoisie d'affaires protestante, imprégnés d'une idéologie assez proche, à mains égards, de la sienne. Ainsi convergent, contre la noblesse et ses soutiens publics, les sentiments hostiles de la ville. La noblesse, minorité dérisoire de la population urbaine et moins de 2% de la nation, la noblesse qui demande de nouvelles vérifications de titres et se fige en caste, au temps où la classe bourgeoise prolifère. Elle n'en détient pas moins une part énorme des capitaux. Capitaux mixtes, investis à la fois dans la terre et l'industrie métropolitaine, ou dans la terre et dans le commerce coloniaux. La mine, la métallurgie, les grandes plantations esclaves des îles, le grand négoce sont ses domaines préférés. Mais la propriété agraire constitue pour elle l'essentiel. Le quart des superficies lui appartient, de même que la plupart des fiefs, ce qui représente chaque année, compte tenu des rentes seigneuriales, plus du tiers de la récolte négociable, du tiers des produits de première nécessité vendus sur le marché national.
Si les superficies bourgeoises sont sensiblement égales, elles se divisent entre quelques millions d'individus dont la consommation familiale absorbe proportionnellement beaucoup. Capitalisme foncier et noblesse, seigneurie et noblesse ne font qu'un dans l'opinion et constituent l'élément essentiel de la classe propriétaire des physiocrates. Naturellement, à l'intérieur même de l'ordre, comme à l'intérieur de la bourgeoisie et du prolétariat, que de groupes sociaux et de catégories. Les uns et les autres sont cependant les communs bénéficiaires de la hausse des prix agricoles. Leurs revenus fonciers ont monté fortement au cours du siècle. En même temps, grâce à l'abondance de la main-d'œuvre, rappelons-nous la révolution de la mortalité sociale, à la faible hausse du salaire, à la concurrence des fermiers, le coût de la production a baissé, libérant ainsi une plus-value complémentaire qui est venue grossir encore la rente du sol. Finalement, alors que les prix agricoles montent de 50 à 60%, les fermages doublent. Également les rentes seigneuriales, la hausse des prix, une légère extension des cultures, la réaction seigneuriale qui fait parfois revivre des droits tombés en désuétude superpose ici leur action. La masse des petits propriétaires, des fermiers et des métayers supporte la charge de cette redistribution des revenus dont les répercussions paysannes se devinent. Elle tend à s'appauvrir, tandis que s'enrichit une poignée de féodaux contre lesquels s'exaspère la haine sociale. Que ces gens cumulent de tels avantages patrimoniaux et le privilège des hauts traitements, les bourgeois et leur clientèle populaire s'en indignent. L'échelle de la fonction publique est immense. Entre le petit commis roturier et le grand administrateur, l'écart sera fréquemment de 1 à 50 ou à 100. Même dans la société économique très inégale de l'époque, ces disproportions choquent. Mais qu'en sus, les mêmes bénéficient d'un privilège fiscal de droit ou de fait, voilà bien en comble. Les économistes sont d'accord. Ils n'admettent qu'un seul impôt, qui pourrait d'ailleurs atteindre une proportion considérable, celui sur la rente, du sol, sur les fermages, sur le produit net de la terre, dont montent cumulativement le taux et la masse. Revenus de privilégiés, revenus nobles pour une très large part, autour duquel rôde en vain, ou à peu près, le fisc royal et ses contrôleurs du XXe. Malgré le mouvement des richesses, que la théorie physiocratique de l'impôt ne fait au fond que réfléchir, la rente foncière, concentrée et débordante entre les mains du noble, bénéficie jusqu'au bout d'une large immunité fiscale. La matière imposable par excellence continue de s'accumuler dans une zone interdite à l'impôt. La noblesse est obstinée avec succès sur cette position intenable, qu'elle abandonnera toutefois, en principe et loin d'être unanime, à la dernière minute de la vieille monarchie. Qu'on ne voit pas d'ailleurs, dans des manifestations de principes qui n'engagent à rien de précis, la marque d'une évolution générale des esprits. Légende ou inconsistante apparence que cette noblesse libérale ayant contaminé un ordre qui cesse de croire en lui et appelle les temps nouveaux. Il y a sans doute des nobles libéraux, et qui le resteront, les d'Aiguillon, les Castellane, les Liancourt, et combien d'anciens de la guerre d'Amérique, les Lafayette, les Noailles, les Trois Lamette. Mais la masse de l'ordre tient bon. Loin d'être en révolution, elle est en réaction, accroissant ses privilèges, entraînant l'État derrière elle, prétendant pouvoir politique par les parlements, par la généralisation des États provinciaux, qu'elle domine avec le haut clergé. Elle entend maintenir les droits féodaux, tant économiques qu'honorifiques, qui lui paraissent des propriétés comme les autres. Et là-dessus, le roi est d'accord. Elle n'admet nullement l'égalité civile, ni la loi du nombre.
On le verra bien en juin 1789 dans les délibérations de l'ordre et mieux encore dans les conversations particulières. Monsieur, dans une armée, ne doit-on compter le général que comme un individu? Cette réponse est dans la bouche de tous les nobles et dans leur cœur. L'Église est, de son côté, un des piliers du régime. Non que le corps du clergé fasse bloc, mais certains liens matériels et un puissant lien spirituel unissent cette élite hiérarchisée. Le groupe vit principalement, lui aussi, de la rente du sol. À cet égard même, l'assiette foncière de l'ordre, à la fois urbaine et rurale, paraît plus parfaite. Il possède dans les villes un opulent patrimoine d'immeubles et de terrains. Mais l'essentiel est agricole. Peut-être détient-il près de 10% des superficies. Il perçoit la dîme, la plus importante de toutes les rentes foncières du complexum feudale, prélevée sur toutes les terres et représentant environ 1/13 de la récolte brute, semences comprises. En sus, les seigneuries dont il est propriétaire lui valent çà et là les droits seigneuriaux proprement dits. Les quantités de grains dont il dispose pour la vente, directement ou par l'intermédiaire de ses fermiers, représentent une part considérable de la récolte négociable. Ajoutée à celle de la noblesse, elle constitue, à beaucoup près, la plus grosse part de cette récolte. Le clergé apparaît ainsi, à sa manière, dans la personne des principaux bénéficiaires, comme un grand propriétaire foncier et seigneurial. Ses revenus ont monté dans les mêmes proportions que ceux de la noblesse, entraînant les mêmes frictions sociales. Sans doute supporte-t-il la charge des frais du culte, de l'aumône, de l'instruction publique, mais aussi du prélat. Du prélat qu'on ne recrute plus dans la roture. Du prélat noble dans la presque totalité des cas, de même, d'ailleurs, que les abbés et abbesses, les chanoines des grands chapitres, et souvent aussi les grands vicaires d'illustres sièges épiscopaux. Inutile pour toutes ces nominations de consulter l'Esprit Saint. Le pamphlétaire, dont monsieur l'abbé Leflon rapporte le mot, ajoute « Monsieur Dauzier suffit ». Le haut clergé, branche de la haute noblesse, dispose couramment de revenus supérieurs à 100 000 livres, 140 fois la portion congrue de la masse des curés, au point où l'a porté la dernière augmentation. 240 fois la portion des vicaires, 400 fois, au minimum, le gain d'un journalier des villes. Et plus encore que dans le cas de la noblesse, le privilège fiscal couvre ces immenses revenus. Le clergé échappe au 20e. Lui aussi se défend avec obstination. Quelques dissidences libérales ne doivent pas nous donner le change. Un Champion de Cissé, un Lefranc de Pompignan constituent des exceptions dans l'aristocratie d'Église. L'ensemble fait bloc avec la noblesse. Les uns et les autres sont d'ailleurs en lutte contre les philosophes et leur divinisation de l'homme. Par son recrutement, ses origines, son idéologie, le prélat s'affronte aux bourgeois comme il s'affronte au menu peuple dans la défense de son temporel. Le dégraisser apparaîtra comme une opération patriotique. C'est peut-être aussi ce que pense le bas clergé. Recrutement, origine, conditions sont ici tout autres. Entre lui et la bourgeoisie, l'entente serait facile à bien des égards. Mais aussi que d'obstacles spirituels et matériels. L'ordinaire aurait vite fait de briser le dissident.
Au mieux, le bas clergé pourra céder à l'impulsion révolutionnaire, s'aligner sur l'opinion locale dominante. Il ne sera jamais dans son ensemble un associé sûr, et moins encore une force de la révolution. Il contribuera parfois, notamment dans les campagnes, à donner des cadres à la contre-révolution. Deux, les campagnes. On se sera peut-être dit que, réserve faite de la hausse des baux à ferme et de la réaction seigneuriale, la masse des exploitants paysans a été la grande bénéficiaire de cette inflation d'hommes et de cette inflation d'or qu'on trouve à l'origine de la montée des prix agricoles. Mais pour profiter d'une telle montée, il faut vendre. Le paysan disposant d'une récolte qui lui permet à la fois de vivre et de vendre est alors l'exception. Rien de plus commun, cependant, que la propriété paysanne. Sa masse peut faire impression. Environ 40% des superficies. Parcelles dispersées dans le finage, maisons assorties d'un courtis, petites vignes, houblonnières, olivrés de quelques arpents, ou même petits domaines de laboureurs, abondent dans les cadastres, les rôles d'impôts ou les terriers. Mais c'est très peu par tête. Dans l'immense majorité des cas, la révolte ne suffit pas à assurer les besoins vitaux de la famille. Les rendements sont bas. Un tiers ou plus du sol reste en jachère. La semence représente une partie relativement considérable du produit brut moyen. Le cinquième, le quart. Ajoutons 10% pour les dîmes et droits seigneuriaux. Sur le reste, il faut nourrir la famille pléthorique, d'autant plus nombreuse que le travail se fait à bras. Toute cette famille, employée ou non sur le domaine, est, de plus, grosse mangeuse de pain. Combien de ces propriétaires mendient lors de la mauvaise année? Combien seront inscrits sur le livre de la bienfaisance nationale ouvert par la Convention? Les réactions des campagnes à la cherté, aux années disette-euses, sont d'ailleurs caractéristiques. Protestations et émeutes naissent communément dans les petits centres ruraux avec le concours de tout le plat pays. Il y a cependant des notables de village qui disposent d'un surplus négociable. Leur condition s'est naturellement améliorée et ils tendent à constituer une sorte de bourgeoisie agricole. D'autres catégories de propriétaires, même parcellaires, vivent dans l'économie d'échange et ont aussi profité de la hausse des prix, notamment les vignerons, qui pèsent d'un bon poids dans notre vie rurale. Les uns et les autres connaissent d'ailleurs, sur le tard, de graves déboires sur lesquels on reviendra plus loin. Mais jusqu'à la décade 1770-1780, ils ont, dans l'ensemble, profité des temps favorables. Le reste, la masse des propriétaires, a par contre pâti des mêmes temps. Sans doute, les quelques arpents du petit bien ont permis de couvrir une partie des besoins familiaux et d'échapper ainsi un peu aux conséquences de la vie chère. Mais il a fallu vendre du travail pour acheter le complément de la ration. Notre parcellaire s'est fait journalier, voiturier, maçon, tisserand, salarié. On connaît dès lors la courbe de sa condition. Les prix montent plus que le salaire. Le chômage rural, loin de décroître, tend au contraire à augmenter. Double effet de la surabondance de l'homme et de la médiocrité des réinvestissements agricoles. En même temps, autre aspect de la révolution de la mortalité sociale, le recul de la mortalité infantile, particulièrement sensible dans les classes populaires, augmente la charge de la famille passive. Toute l'évolution économique du siècle, loin de travailler pour la masse des propriétaires paysans, travaille au contraire contre elle, à la fois par la réduction du pouvoir d'achat familial et par l'extension de la famille. Mais le fermier de l'inflation or.
Le fermier, pensera-t-on, est vendeur. Il doit bien vendre pour payer le bailleur. Voilà donc une catégorie qu'a favorisé la grande hausse et pour laquelle le siècle aura travaillé. C'est en effet le cas des grosses fermes que grossit encore un mouvement naissant de concentration. L'exploitant étendra même son entreprise à l'affermage des dîmes et droits seigneuriaux. La hausse du salaire, inférieure à celle des prix, dégagera de son côté de nouvelles marges pour ceux qui embauchent valets et saisonniers en sus de la main-d'œuvre familiale. Et de même, le lent progrès technique qui bonifie parfois leurs terres. Ceux-là s'en tireront malgré le doublement des baux. Mais pour un gros domaine, combien de petits? Combien même, alors, de fermages parcellaires qui tenteront tout naturellement le parcellaire paysan? Sur cela, la hausse des baux agira sans contrepartie. Le cas du métayer, beaucoup plus fréquent que celui du fermier, peut faire pareillement illusion. Métayer et maître, solidaires, apparaissent comme des associés devant la loi. Sismondi, au début du siècle qui va suivre, proposera même une telle association, par exemple. Et cependant, agronomes et économistes du XVIIIe siècle s'accordent à dire que l'exploitant à demi ne vit littéralement qu'à demi. Seule, en effet, une très faible minorité peut vendre, l'absence d'un stock négociable s'expliquant de la même façon que tout à l'heure dans le cas du propriétaire paysan. La masse subsiste en économie fermée ou achète. Le maître, par contre, vendra couramment, surtout s'il accumule les demi-récoltes de plusieurs domaines. Le métayer maintient-il du moins ses positions? Prélève-t-il sur le domaine, au cours du siècle, une égale fraction de récolte et par suite d'égale quantité de subsistance? Même dans cette hypothèse, la ration par tête tendra à se réduire, car la révolution démographique accroît la famille passive, et l'accroissement sera d'autant plus ressenti que le métayer est, par principe, à l'étroit sur sa terre. On retrouve de nouveau ici le cas de la plèbe des petits propriétaires et des fractions particulièrement misérables de la population. La régression de la mortalité sociale, plus sensible dans ce milieu, constitue un élément supplémentaire de régression du niveau de vie familial. Toutes choses égales, par conséquent, le revenu du métayer tend à baisser. Mais toutes choses ne restent pas égales. Avec le métayage, le propriétaire qui touche son revenu en nature, en produit, ne l'augmente au cours du siècle qu'à peu près dans la proportion où monte le prix de ses produits, c'est-à-dire de 50 à 60%. Avec le fermage, la hausse serait du double. Le maître dispose d'ailleurs de bien des moyens pour améliorer sa position. Il pourra tout d'abord réduire les frais de culture en réunissant les métairies comme on réunit les fermes, ce qui va laisser des exploitants sans emploi. Il peut aussi pratiquer la politique inverse. Réduire le domaine donné à métayage, réduire systématiquement son apport terre, ce qui tendra à augmenter l'apport travail du tenancier, ainsi provoqué, à cultiver mieux et plus complètement des superficies moins étendues, mais ce qui aussi multipliera les emplois. Le propriétaire peut encore augmenter les prestations dues par le métayer, déplacer les charges fiscales, ajouter aux corvées, ajouter en sus du revenu en nature une taxe en argent, rente métayère ou impôt colonique, à la manière du fermage et susceptible de monter comme lui. Il dispose, pour obtenir d'emblée tout cela, et sans s'exposer aux criailleries du paysan, de la merveilleuse invention du fermage général qui alignera le plus commodément du monde la montée du revenu du domaine à métayage sur celle du domaine à fermer. Les habitudes culturales, la coutume rurale de la région seront ainsi conservées. Le métayage subsistera à la base.
Le fermier général, locataire de tout un ensemble de domaines, payera au propriétaire un fermage rapidement croissant qu'il récupérera sur le métayer, avec lequel il sera seul en rapport. Écoutons ce dialogue caractéristique, extrait d'un cahier de paroisse du bailliage de Bourges. Ce texte est d'ailleurs extrait du livre de Georges Lefebvre, Questions agraires au temps de la terreur. Les fermiers prennent les baux au prix que leur font les propriétaires. Quelle est la partie souffrante de cet enrichissement? Le colon. Le fermier lui fait valoir son bail excessif, l'intérêt qu'il doit retirer de son argent, les fruits de son industrie, et la scène finit en disant « Si tu n'en veux pas, ce sera pour un autre. » Il est bien forcé de prendre quand on ne sait où aller et qu'il faut élever une nombreuse famille. On voit des fermiers de bonne foi qui disent hautement qu'ils sont obligés de ruiner les paysans. À en croire certains, le métayage à mi-fruit devient ainsi en fait le métayage à quart-fruit. Métayers et fermiers sont évidemment en lutte depuis toujours contre le maître, contre la classe propriétaire. Mais les déséquilibres sociaux du XVIIIe siècle exaltent les antagonismes. Entre la rente foncière, qui double, et le revenu déclinant d'une plèbe paysanne, s'affirme une contradiction provocante. La provocation n'est d'ailleurs pas moindre envers la petite bourgeoisie des fermiers, voire des fermiers généraux dont le profit résiste plus ou moins. Périodiquement, à chaque fin de bail, le propriétaire confisque par une élévation du fermage tout le supplément de revenus que la chance économique ou l'initiative de l'exploitant a donné en cours de bail. Le conflit avec la classe propriétaire est donc fondamental dans les campagnes. Le conflit avec ce capitalisme foncier que symbolisent les deux premiers ordres, aux parts terriens disproportionnées et, en sus, champarteurs, décimateurs, féodaux. À ces derniers titres, la classe propriétaire dresse contre elle les trois grands groupes paysans dont il était question jusqu'ici. Ces droits utiles, les plus productifs, notamment le champart et la dîme du complexum feudale, pèsent sur le propriétaire, le fermier, le métayer. S'ils ont un sentiment commun, c'est bien l'aversion contre le féodal et ses prélèvements. À vrai dire, ils supportent impatiemment tout le régime, même dans ses institutions les moins onéreuses. Les cahiers de paroisse ne sont qu'un cri antiseigneurial, et le régime s'est aggravé au cours du siècle, notamment dans le dernier tiers. De vieux droits, tombés en désuétude, ont revécu. D'autres se sont alourdis. Sur l'extension et le degré de cette réaction seigneuriale, on reste encore mal informé. Mais le fait de la réaction n'est pas douteux et atteint d'ailleurs aussi la bourgeoisie des villes en sa qualité de propriétaire terrienne. Pour le groupe considérable des parcellaires et des métayers qui doivent souvent chercher dans un louage temporaire de service le complément de ressources indispensables, la réaction a pris une autre forme, automatique, universelle. Même si elles ne suffisent pas à la subsistance familiale, leurs récoltes subissent cependant le prélèvement de la dîme et du champart. Ils rachètent ensuite sur le marché, par leur travail, les quantités nécessaires aux besoins domestiques. Par suite de la baisse du salaire réel, les quantités représentatives des droits seigneuriaux se trouvent ainsi rachetées contre des quantités plus fortes de travail. Évalués en journée de travail, dîmes et champart, même constants, représentent des valeurs croissantes. Dans l'hypothèse, inexacte par optimisme, de la stabilité des charges, une rente seigneuriale identique se rachète par un effort humain toujours accru. Cette baisse du salaire réel, qu'on connaissait déjà, intéresse donc les emplois ruraux comme les emplois urbains. Elle frappe le journalier des campagnes, le batteur en grange, le valet de ferme,
le travailleur à domicile du textile aux ordres du négociant capitaliste de la ville, comme le journalier du bourg et le compagnon. Là encore, le gain monétaire monte, mais bien moins que le coût de la vie populaire. Une partie de la rémunération des emplois agricoles est toutefois payée fréquemment en nature sous forme de nourriture ou de grains. À supposer que ces prestations demeurent constantes, la chute du pouvoir d'achat se trouve amortie. Mais par suite des faibles réinvestissements ruraux et du débordement démographique, le chômage sévit plus durement que dans les villes, vers lesquelles on finit par émigrer. De toute façon, le salarié des campagnes achète couramment une partie du pain familial et aura les mêmes réactions que le salarié des villes. Comme lui, il participe aux émeutes de subsistance. Parfois même, ces réactions de classe le dressent contre l'embaucheur paysan, autant les grands travaux rassemblent la main-d'œuvre. Il appartient toutefois à une variété prolétarienne peu homogène, très mélangée d'un semi-prolétariat d'occasion. Nos connaissances de tout à l'heure, petits propriétaires, fermiers, métayers, travailleront à ses côtés. Vivant dans les hameaux et dans les domaines, mangeant souvent à la table du fermier, plus dispersé et plus domestiqué encore que la classe ouvrière urbaine, le groupe des journaliers et des valets évolue dans la dépendance économique et idéologique d'une sorte de bourgeoisie des champs. Et l'artisan à domicile, dans la dépendance de la bourgeoisie des villes, dont il est plus ou moins le missionnaire rural. Les uns et les autres, cumulant d'ailleurs dans de nombreux cas divers emplois paysans, ont avant tout conscience du conflit qui les oppose à la classe propriétaire. Ainsi s'accroît l'hostilité commune des bourgeois et des prolétaires, des villes et des campagnes, contre la vieille société féodale et contre l'État qui la soutient. Tel est, du moins, le sentiment général dont l'étude géographique serait à faire. Les villes apparaîtraient dans l'ensemble relativement plus cohérentes que les campagnes, où l'isolement, la dépendance économique vis-à-vis du propriétaire foncier, le contact personnel et local du noble et du prêtre entravent parfois la prise de conscience de l'antagonisme. 3. La crise économique de 1789. Cette prospérité du XVIIIe siècle nous apparaît donc comme une prospérité de classe, n'intéressant que les zones supérieures de la société. Elle s'interrompt vers les débuts du règne de Louis XVI. Jamais, au reste, elle n'avait eu un caractère régulier et continu. Alors comme aujourd'hui, des crises périodiques, que venaient parfois compliquer des guerres à blocus, suspendaient brutalement les affaires. Mais le mal ne durait qu'un temps, et les années favorables l'emportaient de beaucoup sur les autres. De la dernière crise en date, celle de 1770, entendons par là tout un ensemble de crises régionales groupées autour de cette année, l'économie française ne s'était encore pas complètement remise. Un temps anormal de dépression commence à partir de 1776-1777, s'aggrave durant la guerre d'Amérique, persiste dans une large mesure après. Le textile, qui a souffert d'une première famine de coton pendant le blocus anglais, souffre ensuite d'une famine de laine due à la terrible crise fourragère de 1785. Et la concurrence des manufactures d'outre-Manche complique encore la situation après le traité de commerce de 1786. De son côté, le profit viticole, type du profit rural populaire, recule ou s'effondre depuis 1777 pendant une douzaine d'années. Il y a cependant des secteurs abrités, tel le commerce des produits coloniaux qui, justement, n'intéresse guère la main-d'œuvre française. Tel aussi le large secteur du bâtiment. Ce n'est pas à proprement parler une crise aiguë et générale, à la manière des crises cycliques, mais une sorte de langueur persistante. La crise cyclique de 1789 survient ainsi dans une économie déjà minée. Cette crise de la faim présente les symptômes classiques de l'époque. Crise de sous-production agricole au cours du premier temps,
elle dégénère très vite en crise de sous-consommation industrielle, accumulant les catastrophes sociales. L'orageuse année 1788 avait emporté dans la grêle et l'ouragan une grande partie de la récolte. Il ne restait déjà que peu de stock. La libération du commerce extérieur des grains par Calonne et Brienne, l'année suivante, n'était pas restée lettre morte. Stimulée par le régime le plus favorable qu'elle ait connu, l'exportation des grains dépasse, dès 1787, de 4 fois la normale, et de 6 fois en 1788, malgré la mesure restrictive de Necker. Les médiocres moyens de transport n'ont sans doute laissé sortir que de faibles quantités absolues. C'en sera assez, cependant, pour alarmer et indigner rétrospectivement l'opinion. De plus, la récolte de 1789 s'annonce mal dans la plupart des régions et répond ensuite aux apparences. Le coût de la vie monte brutalement. Le settier de Froment passe de 22 livres 10 sols en 1787 à 34 livres 12 sols en 1789. La hausse atteint ainsi 50%. Encore ne s'agit-il là que de prix moyens annuels. La poussée est naturellement très supérieure durant les mois de soudure. En mai-juillet 89 et en avril-juin 90. La plus grande céréale populaire, le seigle, monte alors d'environ 100%. Les légumes, le vin, dont les récoltes ont été également mauvaises, sont entraînés dans la hausse. Loin de monter, le salaire rural tend plutôt à fléchir. Le taux n'augmente pas, l'emploi se fait plus rare. Une multitude de petits exploitants, plus dépourvus encore de subsistance qu'en temps normal, disputent leur emploi au journalier. Le groupe des exploitants vendeurs est lui-même gêné, ne disposant que d'un faible excédent négociable et perdant plus sur les quantités qu'il ne gagne sur les prix. Les dépenses en pain, dont on sait qu'elles représentent d'ordinaire à peu près la moitié des dépenses familiales du manouvrier, absorbent alors théoriquement les 3/4 à la totalité de son budget, dans l'hypothèse optimiste d'un salaire maintenu. Le pouvoir d'achat des campagnes se contracte ainsi brusquement. Et de même, dans les villes, celui des consommateurs populaires. La crise de sous-production agricole se double alors, comme c'est la règle dans l'économie de l'ancien type, d'une crise de sous-consommation industrielle. Une fois de plus, le marché des céréales aura été la boussole, le thermomètre des fabriques, dont parle si souvent l'inspection des manufactures. Dès le début de 1788, les difficultés du textile prennent des proportions alarmantes. On a déjà parlé du haut prix des matières premières et du traité de commerce avec l'Angleterre. La situation s'aggrave considérablement en cours d'année, une fois la catastrophe agricole survenue. Tous les grands centres textiles sont frappés, de la Normandie à la Champagne, de la draperie du Nord à la grande fabrique de Lyon. La production s'effondre de moitié, révélant un effondrement analogue de l'emploi. En même temps, d'ailleurs, le taux du salaire fléchit. La crise gagne les autres industries, de base ou de luxe. Le bâtiment comme l'ameublement. Le faubourg Saint-Antoine ne travaille plus. C'est dans un milieu d'ouvriers en chômage, assaillis sur les deux fronts du salaire et des prix, qu'éclate l'émeute réveillon. Le profit naturellement disparaît. Les faillites s'accumulent. Sur la grande place commerciale de Rouen, une des plus importantes du royaume, leur passif quintuple. Les commotions politiques qui se succèdent à partir de 1789 ne feront que compliquer les choses. La tension du marché des grains et la crise générale persisteront jusqu'aux approches de la bonne récolte de 1790. Alors apparaîtront les symptômes classiques de la liquidation. Le prix des grains tombera, en même temps que s'élèveront fortement les quantités négociables aux mains des paysans. Le pouvoir d'achat des campagnes et des villes se rétablira. L'industrie retrouvera ses débouchés intérieurs. L'euphorie des débuts d'inflation fera plus douce la renaissance.
un précaire équilibre reviendra qui durera presque jusqu'à la fin de la Constituante. Le lent déplacement de richesses opéré sous le règne de Louis XV avait aggravé les antagonismes de classe. Les difficultés économiques du règne de Louis XVI et surtout la crise de 1789 qui les symbolise brutalement aux yeux de la nation vont exaspérer ces antagonismes et ouvrir un conflit aigu. La crise économique dégénère en crise politique et sociale. Bien entendu, chacun accuse le gouvernement de ses déboires. Patrons, ouvriers, producteurs, consommateurs ont une conception de la crise beaucoup plus anthropomorphique qu'économique. Son mécanisme abstrait leur échappe. L'inspection des manufactures interroge les patrons sur l'écroulement. Les uns incriminent le régime réglementaire, d'autres cette meurtrière compagnie des Indes qui a toujours ses magasins plutôt à Londres et à Amsterdam qu'à l'Orient. Certains, l'autorisation donnée aux États-Unis d'approvisionner nos possessions coloniales, ou même l'ordonnance qui défend les bas de soie aux militaires, ou encore, imputation beaucoup plus sérieuse, la cherté des laines. Le plus grand nombre met en cause le récent traité de commerce avec l'Angleterre. C'est d'ailleurs l'avis du contrôle général lui-même. Peu importe, naturellement, le bien fondé de ces imputations. Seul compte ici l'état d'esprit des intéressés. Pour l'immense majorité, la responsabilité du grand sinistre économique incombe au ministère ou aux institutions. Les classes populaires voient les choses plus simplement encore. Elles accusent sans doute déjà les mécaniques du chômage industriel. Mais dans les villes comme dans les campagnes, c'est surtout la crise des subsistances, la furieuse poussée de vie chère qui angoisse et qui révolte. Belle occasion de remettre en cause toute la politique agricole du régime. Pourquoi avoir encouragé les prairies artificielles au détriment des céréales? Pourquoi avoir laissé le vignoble gagner sur les labours? L'agriculture ne peut d'ailleurs vivre avec une fiscalité aussi lourde. Grief militaire sans doute, mais que la crise réveille et semble justifier. Voilà pour les responsabilités lointaines. Les responsabilités proches ne sont pas moins évidentes. Pourquoi tant de blé est-il sorti du royaume? Pourquoi a-t-on permis si longtemps l'exportation? Dans l'opinion publique, la disette n'est d'ailleurs qu'un prétexte. On n'y croit pas. Arthur Young non plus. Où l'on pense que des intéressés l'exagèrent à dessein. Le mythe de l'agiotage obsède tous les esprits, d'un agiotage que les pouvoirs publics organisent ou, tout au moins, tolèrent. Ne refuse-t-il pas d'intervenir sur le marché, de contraindre les prix, d'appliquer le grand remède populaire de la taxation? Ainsi se compromettent officiers municipaux, subdélégués et intendants, autour desquels crépitent déjà les étincelles des révolutions municipales. De plus, dans cette crise agricole, les campagnes ont leurs griefs particuliers. Même chez les cultivateurs qui disposent habituellement d'un reliquat négociable, le produit net se trouve ramené à peu ou à rien. Le prélèvement fixe de la semence, le prélèvement à peu près fixe de la consommation domestique auront parfois absorbé la récolte et, de toute façon, pèsent d'un poids beaucoup plus lourd sur la mauvaise année. Or, les droits seigneuriaux et les dîmes ne sont pas assis sur le produit net, mais sur le produit brut. Tel qui n'a pas même récolté sa vie et, de vendeur, se voit transformé en acheteur, doit cependant les droits sur le volume brut de sa moisson. Il devra racheter pour sa subsistance familiale, et à quel prix, les quantités prélevées par le noble et l'ecclésiastique. Ainsi, la crise économique de 1789, frappant les villes et les campagnes, le négociant et le laboureur, la masse du menu peuple des artisans et des salariés, coalise,
synchronise, exalte les mécontentements. Elle affecte, comme d'un coefficient, les antagonismes de classe développés et aggravés au cours du siècle. Appropriée par les mentalités sociales, nées des antiques structures et travaillée par ces antagonismes, elle devient elle aussi une force de l'histoire, un facteur soudain de subversion politique. Elle persiste d'ailleurs jusqu'au milieu de 1790. Si bien que, loin d'épuiser ses effets avec les premiers événements révolutionnaires, elle maintient longtemps les foules sous pression. Bourgeoisie et prolétariat apparaissent donc comme les éléments moteurs de la révolution. Le rôle directeur revient à la première, sans d'ailleurs qu'elle fasse bloc, beaucoup des siens subissant encore l'influence idéologique des autres ordres ou s'abstenant de choisir. Ces objectifs, plus ou moins conscients, et que les événements ont vite fait de dégager, sont incompatibles avec le maintien du régime. Peu importe que, théoriquement, les ordres privilégiés aspirent à certaines libertés individuelles et publiques, ou renoncent à leur exemption fiscale. On les verra au pied du mur durant toute la Constituante. Mais, sous des formes d'ailleurs très variables, la bourgeoisie aspire aussi à la souveraineté politique partagée avec le roi. Elle invoque la loi du nombre, qui ne peut finalement qu'assurer son triomphe. Avant tout, par-dessus tout, elle veut l'égalité civile. Liberté, souveraineté ont sans doute leurs vertus propres. Elles serviront aussi à obtenir et à garantir l'égalité. Le véritable problème est l'avènement d'une société nouvelle, de la société sans ordre de la bourgeoisie. Les buts sont révolutionnaires, non pas encore les moyens. Les hommes du nouveau régime demandent à l'ancien de se sacrifier lui-même, d'opérer ou de subir pacifiquement sa propre réforme. Ce programme n'est pas indifférent aux classes populaires, qui y ajoutent leurs revendications propres, formulées dans les cahiers de paroisse et les pétitions ou révélées par les troubles. Abolition de la féodalité et des droits seigneuriaux, lutte contre la vie chère par l'abolition des impôts de consommation et le contrôle du marché des grains, protection de la petite propriété paysanne contre la grande propriété foncière. Aucune de ces revendications ne compromet fondamentalement l'intérêt bourgeois.